80 ans après son exécution au Mont-Valérien, aux côtés de 21 de ses camarades, voilà un an, était donc panthéonisé Missak Manouchian, accompagné de sa femme Mélinée. Vous venez de le voir avec ce documentaire réalisé par Gilles Jangout, avec l'affiche rouge. La propagande nazie voulait en faire des terroristes, ils en auront fait des héros. Nous allons y revenir maintenant avec nos invités présents aujourd'hui sur ce plateau de Débat Doc. Denis Péchanski, d'abord avec nous. Bienvenue à vous, Denis Péchanski. On vous a vu, entendu dans ce documentaire. Vous êtes historien, directeur de recherche émérite au CNRS. Vous avez longtemps milité au sein du Parti communiste français, et ce jusqu'en 1981. On vous doit, entre autres, Manouchian, Missak et Mélinée Manouchian, deux orphelins du génocide arménien engagés dans la résistance française. C'est un ouvrage publié aux éditions Textuel. Et puis en face de vous, Alia Aglan, bienvenue à vous. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes une spécialiste de l'histoire du XXe siècle et plus particulièrement de la Seconde Guerre mondiale et de la résistance. Vous avez publié entre autres, bien sûr, chez Gallimard, La France à l'envers, la guerre de Vichy 1940-1945. Il a été réédité d'ailleurs en poche chez Folio. On va commencer par le commencement après ce documentaire très complet qui nous résume ce qu'a été le parcours de Missak Manouchian, de ceux de l'affiche rouge. Mais au tout début, il faut parler de la MOI, cette organisation main-d'œuvre immigrée, structure d'accueil et d'aide pour les travailleurs étrangers créée sous l'égide du Parti communiste français. Pour bien comprendre, est-ce qu'on trouve là, dans cette organisation, la MOI, un bon nombre de personnalités, d'hommes et de femmes qu'on retrouvera au moment de la résistance ? Bien sûr, pour la génération de, je dirais, ce qu'on appelle les vieux, dans les groupes armés, c'est-à-dire ils ont 35 ans, les gamins qui ont entre 18 et 23, il y en a eu beaucoup, eux, ce sont les enfants de ceux qui ont fui les persécutions, qui ont fui la répression, et bien entendu, ça va servir là, ces réfugiés, au sens strict du terme, réfugiés politiques, qui vont être évidemment une base très importante. Mais il faut bien comprendre ce qui se passe dans l'entre-deux-guerres. Il y a presque deux périodes. Les années 20, on sort de la Première Guerre mondiale. On a saigné la Première Guerre mondiale. Il y a des millions d'immigrés qui vont venir. On va les chercher. Parce qu'on a besoin de main-d'œuvre pour reconstruire la France. C'est le besoin de main-d'œuvre qui justifie l'accueil de ces immigrés dans les années 20. On les accueille, mais on va les chercher. Ouais. Le gouvernement signe des accords, par exemple, avec la Pologne dès 1919. Vous avez le patronat qui fonde une structure pour aller chercher de la main-d'œuvre à l'étranger. D'ailleurs, Missak Manouchian va être contacté par une. Oui, parce qu'il arrive en France en 1924. Oui, oui. Ouais. En revanche, dans les années 30. Ah oui, ça bascule. Nous n'avons plus affaire aux mêmes personnes. Dans les années 20, on a beaucoup d'immigrés économiques et peu de réfugiés politiques, mais malgré tout, il y a déjà le fascisme italien, 22, la marche sur Rome, et donc Manouchian, là, après le génocide des Arméniens, et cette arrivée massive d'Arméniens en France, et puis les années 30, évidemment, c'est la crise économique, donc c'est fini. On expulse même par centaines de milliers des travailleurs. Et là, vous avez, en revanche, ceux qu'on accueille, ce sont les réfugiés politiques qui fuient l'Allemagne nazie, qui fuient ensuite l'Autriche, qui fuient les gouvernements autoritaires et antisémites d'Europe centrale et orientale. Et c'est sûr que là, avec en plus l'expérience que certains vont gagner dans la guerre d'Espagne face à Franco, dans les brigades internationales entre 1936 et 1939, là, on va avoir évidemment de quoi nourrir cette main-d'œuvre immigrée. Alors, main-d'œuvre immigrée, il faut rappeler que, d'ailleurs, le premier nom, c'était main-d'œuvre étrangère, justement dans les années 20, pour pouvoir, c'était le PC et la CGT la CGT unifiée qui était reliée au PC, qui montait une structure pour encadrer ces étrangers qui arrivaient, à la fois parce que c'était des structures internationalistes, mais aussi parce qu'il s'agissait de protéger la main-d'œuvre française de concurrence salariale. Et ils vont créer des structures, mais par groupe de langue.
on dirait par nationalité. Il y a un groupe polonais, il y a un groupe juif polonais, il y a un groupe hongrois, il y a des groupes italiens, etc. Et toutes les structures ont des clubs sportifs, des clubs culturels. Et ça, c'est très important parce que le Parti communiste va servir à la fois de vecteur d'intégration dans la société française et en même temps laisser se développer des structures spécifiques pour encadrer chacune de ces nationalités d'immigrés et de réfugiés. Autrement dit, si on comprend bien ce qui vient d'être dit, un certain nombre de ces personnalités ont réalisé leur premier fait d'armes avant la Seconde Guerre mondiale, avant l'occupation nazie en France, notamment en Espagne. Si on le dit vite, oui, mais je pense que l'Espagne, ça a été une expérience qui est plutôt minoritaire dans le recrutement des étrangers dans la résistance. Mais par contre, ça a été une référence très importante pour tous les combattants de la résistance. Et surtout, évidemment, les Espagnols républicains qui se sont réfugiés en France et qui ont nourri les maquis, notamment, et le combat de la clandestinité. Mais je voulais compléter ce que disait Denis sur cet encadrement communiste, parce qu'il y a quelque chose que seule la résistance communiste fait, c'est-à-dire une sorte de structuration du terrain social dans la lutte contre l'occupant. C'est-à-dire qu'on a une organisation pour les femmes, pour les étudiants, pour les étrangers, selon les langues. Et ce sont les seuls, en fait, qui quadrillent comme ça le terrain social, ce qui fait que la lutte contre l'occupant, elle est faite de manifestations, de grèves et d'actions de sabotage et de lutte armée. Et donc, dans le panorama, ce sont eux qui, le plus systématiquement, mobilisent par, je dirais, catégorie. La catégorie des étrangers étant l'une de ces catégories. Alors, elle n'est pas anodine parce qu'ils ont été, mais ça, je pense qu'on le redira tout à l'heure, ciblés et par les occupants et par l'État français. Les groupements de travailleurs étrangers, les dénaturalisations, les condamnations, la traque des étrangers, la xénophobie est quand même fait partie de la politique générale de la Révolution nationale. C'est l'anti-France. Donc de toute façon, ils sont d'autant plus, comment dirais-je, actifs dans la clandestinité qu'ils sont traqués par pléthore de police. Donc ce sont des cibles très particulières. Et donc dans l'activisme, il y a cet activisme-là qui est très spécifique et des modes d'action engagés par le Parti communiste clandestin qui sont elles aussi très spécifiques. Alors, il y a une date charnière, c'est évidemment ce pacte germano-soviétique d'août 1939. Il est dit dans ce documentaire que finalement, ça offre le choix soit de la clandestinité, soit d'accepter le principe de ce pacte quand on est communiste. Missak Manouchian, lui, il s'engage dans l'armée française. C'est dit très rapidement dans ce film, mais on n'en dit pas beaucoup plus. Il restera longtemps dans cette armée française où il s'engage en 1939, avant de gagner la clandestinité et la résistance intérieure. Alors c'est une belle illustration de la singularité des réactions des étrangers qui se trouvent en France et qui sont dans le Parti communiste ou proches du Parti communiste. Ils ont une fibre anti-nazie, antifasciste, un attachement à la France des droits de l'homme, la France de la Révolution française. C'est une matrice très importante à avoir en tête. Ce sont des étrangers très attachés à la France et à cette France de la Révolution française, au point que Manouchian va demander 2 fois sa naturalisation. Ça, c'est des documents trouvés par hasard au moment de la panthéonisation. Il a fallu refaire des docs, des livres, des expos. Et là, je tombe sur 2 demandes de naturalisation, dont celle de 40, de janvier 40. Et dans celle de 33, comme dans celle de 40, il dit « Je veux ma naturalisation parce que je veux rentrer dans l'armée française et servir mon pays d'accueil. » Et c'est très fort. Alors, on n'a aucun indice pour Manouchian, autre que celui-là, d'une réticence quelconque vis-à-vis du pacte germano-soviétique. Mais dans les faits, janvier 40, demander la nationalité française alors que le Parti communiste, dans la suite de l'Union soviétique, un PC qui est interdit,
Depuis septembre 1939, le Parti communiste dit que ça n'est pas une guerre à laquelle on doit participer, c'est une guerre impérialiste. Les ouvriers n'ont rien à faire dans cette guerre. Il a peut-être rien à faire, Manouchian, mais lui, il est déjà avec, à l'armée dans l'Ouest, en Bretagne, et en plus, il demande sa naturalisation. Et il est démobilisé après l'armistice? Alors, il va être démobilisé, envoyé dans des usines, là, par Gnomérone et autres. Et puis après, il va être ciblé, on pourrait y revenir, par les Allemands, par Vichy, parce que c'était un responsable important de la communauté arménienne, du mouvement communiste arménien avant la guerre. Et donc, on a des dossiers, on a des fiches. Et la police française, elle travaille au nom de la collaboration. Et donc, il va être ciblé, il va être arrêté à l'été 41, juste au moment du pacte, la rupture du pacte germano-soviétique. Il va rester 2-3 mois à Compiègne. Bon, et il rentre dans il était déjà en contact, mais il rentre vraiment dans la MOI. Et il va être le responsable politique du groupe arménien de la MOI. On va voir un premier extrait du documentaire. C'était un ancien camarade de Manouchian qui s'y exprime. Et il nous explique la manière dont il faisait mener cette lutte armée au sein des francs-tireurs et partisans MOI qu'il intègre en 1943. Regardez. En août 1943, Misak Manouchian prend la direction militaire des FTP-MOI. Les actions sont alors menées à un rythme accru, mais avec des effectifs réduits. Manouchian m'a annoncé qu'il fallait combattre avec les armes. Alors lorsque je lui ai posé la question avec mais quelle arme, on n'a rien à part les couteaux. Et puis justement, c'est avec les couteaux de cuisine, on doit attendre dans un coin de rue, attaquer un soldat allemand ou un officier, lui prendre le revolver, sa baïonnette et avec ça recommencer pour essayer de récupérer les armes. On ne combattait avec rien. Avec des couteaux de cuisine. Ça illustre assez bien le peu de moyens dont bénéficiaient ces résistants. C'est avec les moyens du bord, évidemment, comme toute la résistance. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faut distinguer entre le discours, il faut effectivement aller récupérer des armes. Mais la vérité, c'est que d'abord, il y a des parachutages, mais il faut attendre 1942. Et récupérer des armes, ça veut dire faire des actions directes pour attaquer des dépôts d'armes, attaquer des Allemands pour récupérer des armes. Donc ça, c'est vraiment un mode opératoire qui est général. Il est vrai que les communistes l'ont porté un peu plus, je dirais, par le verbe. C'est-à-dire que l'affaire des armes blanches, en réalité, les historiens ont vu qu'il y avait eu très très peu d'attaques à l'arme blanche. Et d'autre part, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'était pas si évident de dire à des jeunes gens « allez tuer un homme ». Parce que justement, ces communistes qui s'étaient engagés ou qui étaient proches du Parti communiste, en 1934, la doctrine, c'est front uni contre le fascisme. Le pacte germano-soviétique va en désemparer plus d'un. Puisque alors on doit finalement pactiser avec nos ennemis. Donc certains, évidemment, entrent tout de suite dans l'organisation spéciale et puis plus tard dans les bataillons de la jeunesse et veulent en découdre réellement. Mais il n'est pas du tout évident, quand on regarde les archives, justement, que les recrues ne savent pas manier des armes, que ce soit des couteaux de cuisine ou autre chose, qu'ils ne sont pas suffisamment instruits. Donc le parti organise... sous couvert de camping, des camps d'instruction, mais bon, tout ça est quand même pas suffisant. Et d'autre part, certains ont des vrais dilemmes en se disant « mais je vais aller tuer un soldat allemand qui peut-être a le même âge que moi, est ouvrier ou paysan, et peut-être aussi, en tous les cas, militant pour... il n'est pas forcément nazifié ou en tous les cas pas biberonné au nazisme. Donc il y a des cas de conscience et le Parti communiste les entraîne, les aguerrit, les pousse. Et je pense que ce qui est le plus important, c'est l'effet d'entraînement que ça a eu sur les autres groupes activistes qui n'ont pas pratiqué l'attentat individuel, mais par contre qui ont beaucoup pratiqué le sabotage. Et donc la réputation des communistes dans l'ensemble de la résistance, c'était d'être mieux organisés, plus offensifs, plus agressifs et évidemment en pointe dans la lutte armée. Mais voilà, il faut distinguer les niveaux de discours, à chacun son boche,
et la pratique qui a été évidemment beaucoup moins importante parce que c'était pas évident. Le plus grand fait d'armes à mettre sur le compte de FTP-MOI, c'est évidemment l'assassinat de Julius Ritter, qui est évidemment évoqué dans ce documentaire, colonel SS, qui était à l'époque en septembre 1943, jour de son assassinat par le groupe Manouchian, qui était responsable de l'organisation du travail obligatoire sur le territoire français. On envoyait des Français aller travailler en Allemagne. Et là, il fallait justement avoir cette force de frappe que représentaient les FTP-MOI pour faire ce type d'attentat. C'était une force de frappe spécifique au sein des FTP? Oui, mais je préfère parler de l'exécution plutôt que l'assassinat. Oui. Et l'exécution de Julius Ritter est un exemple, mais que moi-même aussi, je prends tout le temps. Donc, voilà un colonel SS qui se fait exécuter le 28 septembre 1943 par l'équipe spéciale des FTP-MOI. C'est une action qui avait pris des mois parce qu'il faut d'abord... Ils avaient repéré par ce qu'on appelle le service de renseignement, hein, ce n'est pas les agents secrets, hein, c'est un service de renseignement qui est chargé de repérer les cibles et qui est dirigé par Christina Boïko. Et le chef qui était avant Manouchian et qui a un rôle très très important dans la constitution des FTP-MOI, c'est Boris Olban, qui était à la manœuvre. Et là, l'information vient, et 50 mètres par 50 mètres, on le suit jusqu'au moment où on repère là où il habite. Arrive l'information, on donne les dates, les heures où il sort, et puis la décision est prise, et vous avez l'équipe spéciale avec Reimann, un juif polonais, vous avez Celestino Alfonso, un espagnol, franco-espagnol, et Léo Kneller, qui est un Allemand, qui est à l'action. Ils vont exécuter une personnalité allemande. Ils n'imaginaient pas être Julius Ritter. Et c'est le lendemain qu'ils l'apprennent dans la presse. Ils avaient exécuté. Mais là, c'est extraordinaire. Ouais. Mais c'est là où on voit que la dimension d'une action militaire se mesure à l'aune du politique d'abord. Parce que la répercussion de l'exécution de Ritter, elle n'est pas d'abord militaire. On va le remplacer. Bon. Mais en revanche, imaginez, les familles françaises sont complètement traumatisées par le service du travail obligatoire. Depuis février 1943, les jeunes, leurs enfants, partent, donc les générations 1920, 21, 22, 23, partent en Allemagne pour remplacer des Allemands qui vont sur le front russe. Mais il y a une obligation par le service du travail obligatoire. Donc il y a un traumatisme dans les familles françaises terrible. Et tout d'un coup, ils apprennent qu'on exécute celui qui est responsable de ce qu'on appelait la déportation, puisque le mot était utilisé, la déportation de leurs enfants. L'objectif réalisé. Donc imaginez, ça a dû être champagne, même s'il n'y avait pas de champagne. Et les familles ont dit, ah oui, la résistance. Donc en fait, ils gagnent comme ça la population à la résistance par une action armée. Et c'est ça qui est tout à fait exceptionnel. Mais il y a aussi une dimension... Champagne, dites-vous, malgré tout, après le champagne arrivera évidemment la terrible répression et la réponse de l'occupant. Missak Manouchian sera arrêté en novembre 1943. Autrement dit... 3 mois après cet attentat. C'est le bureau spécial de Vichy qui va mener cette enquête, cette filature. Vous avez retrouvé d'ailleurs des traces auprès de la préfecture de police de ce qu'a été cette longue filature pour remonter cette filière avec l'un des membres du groupe qui finira par lâcher ses camarades à l'occasion d'un interrogatoire sous la torture. C'est ce qu'il nous a expliqué dans ce film. Ce bureau spécial de Vichy, il faut nous en dire un mot parce que c'est eux qui ont fait la traque. C'est pas ce que je voulais dire. Je voulais revenir sur une remarque de Denis sur le champagne. C'est pas évident. Il y a un débat interne à la clandestinité qui est est-ce qu'il faut tuer des soldats allemands sur le territoire? Et De Gaulle dit il ne faut pas tuer, il faut saboter, il ne faut pas tuer de soldats allemands
sur le territoire parce que la politique des otages, on exécute des otages jusqu'en 1943. Les Allemands prennent des otages. Alors évidemment, dans ceux qu'ils ont ciblés, qui sont déjà arrêtés et qui sont juifs et communistes, évidemment, ça va être les premiers dans les choix des otages. Mais il y a un vrai débat sur la nécessité de faire ces attentats. Et De Gaulle dit, il ajoute, que les Allemands soient tués sur le territoire, ça ne doit étonner personne. Ils n'avaient qu'à rester chez eux et ne pas venir nous faire la guerre. Mais donc ce débat interne, côté communiste, dans les mémoires de Tillon, il est dit, oui, mais voilà, nous, on ne veut pas faire la guerre avec la peau des Russes. Donc on doit faire que le soldat allemand ne se trouve pas en villégiature en France et on doit montrer qu'il y a un front qui n'est pas seulement le front russe, qu'il y a un front qui est voilà, les résistants français. Avec une nuance, c'est que la déclaration de Gaulle, c'est au moment des exécutions de Chateaubriand en 1941, donc juste après le début de la lutte armée, et que en 1943, la question ne se pose plus pour gaullistes, communistes, simplement après les modalités, l'organisation, c'est autre chose. Mais le fait de tuer Julius Ritter n'a été absolument pas critiqué à Londres, en revanche, à la différence de 1941-1942. Ouais. Mais effectivement, le problème était qu'est-ce qu'on fait avec la politique des otages, sauf que les Allemands étaient quand même coincés parce que s'ils exécutaient des otages, ça amplifier le fossé avec l'opinion. Mais vous parliez de ce qui se passait à Vichy. Il y a une très rapidement, bien sûr, oui. en 2 minutes, la structure qui a été mise en place, il faut bien comprendre, c'est pas les Allemands qui ont fait les filatures. C'est les brigades spéciales des renseignements généraux de la préfecture de police de Paris, au nom de la collaboration voulue par Vichy. Et c'est eux les professionnels. C'est la BS2, la 2e brigade spéciale, et on ne comprend rien à l'arrestation de Missak Manouchian et de son groupe, si on n'a pas en tête qu'il y a eu 3 filatures successives de janvier 1943 jusqu'à novembre 1943, et même celui qui a beaucoup parlé, Davidovitch, et qui va être exécuté d'ailleurs par la résistance, mais qui a été arrêté fin octobre, alors que Manouchian lui-même était déjà repéré comme tous ses camarades. Deuxième extrait du documentaire, si vous le voulez bien, le fameux procès des 23, le procès du groupe Manouchian. Le procès des 23 résistants des FTP-MOI se déroule du 15 au 19 février 1944 dans les murs de l'hôtel Continental, devant une cour martiale allemande. Durant ce simulacre de procès, Missak Manouchian assume son engagement au combat sans plaider la contrainte. Marcel Reymann, Celestino Alfonso, Spartaco Fontano, Joseph Bogzov, Olga Banzig et leurs camarades font preuve d'un même courage devant leurs accusateurs. La délibération a lieu le 19 février, à l'issue de laquelle la cour martiale procède à 23 condamnations à mort. Ce procès va durer du 15 au 18 février 1944. Il se tient donc à l'hôtel Continental à Paris. Ce n'est pas le premier grand procès qu'essaie de mettre en musique les nazis. Il y en a eu d'autres en 1942, évidemment, la Maison de la Chimie. Il y en a même eu un ici, au Palais Bourbon. Simplement, les Allemands ont voulu en faire une opération de propagande. Et c'est la fameuse affiche rouge. L'affiche rouge, c'est une opération de propagande nazie qui veut faire de ce groupe Manouchian des terroristes. Et qui veut assimiler l'ensemble de la résistance à des actions terroristes. Mais en fait, il faut rappeler 2 choses. Dans la répression allemande, il y a quand même 2 grandes phases qu'on oublie je pense qu'il faut la rappeler. Au départ, ce sont les militaires qui s'occupent de réprimer les faits de résistance. Ils prennent ça très au sérieux. Simplement, Hitler trouve qu'ils ne sont pas assez sévères. Et à partir de juin 1942, c'est la SS qui va se charger de ça. Et donc, on a 2 phases où dans les premiers procès, notamment pour les membres du Musée de l'Homme, c'est à huis clos. Ça se passe, on va dire, dans une forme, en tous les cas, de respect par rapport à l'action patriotique des résistants. Et ensuite, on bascule dans une répression beaucoup plus violente, beaucoup plus sauvage, qui est évidemment dans une étroite collaboration avec les polices françaises.
Et ce procès de l'affiche rouge, effectivement, les Allemands entendent lui donner la plus grande publicité possible pour assimiler l'ensemble de la résistance à des actions, je dirais, de droit commun. En fait, voilà, ce sont des étrangers, des juifs, des communistes, parce que les Allemands amalgament les ennemis. Il se trouve que ce sont les mêmes ennemis de l'intérieur pour Vichy. Donc, vous voyez, et cette collaboration des polices, je trouve qu'on ne dit pas assez. Elle dépasse très largement les accords Auberg-Bousquet. Elle commence dès l'été 40. La préfecture de police de Paris, il y a déjà des Allemands. Et donc cette convergence d'intérêts de ces ennemis de l'intérieur, les juifs et les communistes, le code des otages de septembre 41 dit de toute façon, toute action contre les troupes de l'occupation est d'inspiration juive et communiste. Donc de toute façon, ils sont déjà coupables avant même d'avoir vraiment agi. C'est l'armée du crime, voilà l'appellation donnée par les nazis au groupe Manouchian. Cette affiche rouge, elle a une histoire parce qu'elle est devenue mythique. Mais encore une fois, il ne faut pas se tromper. C'est un objet de propagande nazie qui a été utilisé à l'époque. Mais vous pointez quelque chose de très important, c'est que pendant des années, et même jusqu'à la panthéonisation, puisque la mairie de Paris avait mis des affiches rouges un peu partout, ce qui a quand même surpris certains, c'est que l'affiche rouge, dans la tête des gens, oui, c'est une affiche des résistants, alors qu'en fait, c'est une mise en scène voulue par les Allemands, avec un relais de collaborationnistes, avec toute une série d'outils, l'affiche, une brochure, un documentaire qui passait avant les grands films dans les salles de cinéma, les actualités, enfin, et pour montrer quoi? Pour montrer que c'était des assassins. Dans l'affiche rouge, Manouchian est nommé chef de bande pour montrer qu'ils étaient juifs, communistes, étrangers. Il y a eu, la résistance, elle est là. C'est ça le message des Allemands quand ils montent cette opération, qui est la plus grande opération qu'on dirait aujourd'hui de désinformation organisée contre la résistance pendant toute la guerre. Et ça explique aussi pourquoi ça a eu après-guerre cet impact jusqu'à aujourd'hui, cette symbolique. Mais les assimiler à des terroristes, c'est aussi s'autoriser à les liquider. Parce que quand même, bon là, il y a jugement, mais de toute façon, c'est un simulacre de jugement. Un simulacre de procès, bien sûr. Et pour tous ceux qui ont été fusillés après condamnation, je dirais de manière officielle, combien ont disparu, liquidés dans des endroits secrets, comme le stand de tir de Ballard ou d'autres endroits. C'est-à-dire qu'on ne leur reconnaît pas la qualité de combattant. La résistance avait été reconnue à travers la panthéonisation d'un certain nombre de personnalités. Alors Jean Moulin, évidemment, au début des années 60, mais surtout sous la présidence de François Hollande. 4 d'entre eux, Pierre Brossolette, Antonios de Gaulle, Germaine Tillon, Jean Zay, avait été panthéonisé sous la présidence de François Hollande. Et à l'époque, on avait regretté qu'il n'y ait pas un représentant des résistants étrangers. Ça a été fait avec Manouchian quelques années plus tard. Là, qu'est-ce qu'on tente de nous démontrer, là? L'universalisme de la résistance française à travers cette panthéonisation. Il y a eu un oubli du temps de Hollande, il a été réparé du temps d'Emmanuel Macron. Un double oubli. Manouchian, c'est non seulement le premier résistant étranger à rentrer au Panthéon, mais aussi le premier résistant communiste. Quand on sait l'importance, ils n'étaient pas les seuls, mais l'importance des étrangers et l'importance des communistes dans la résistance française, il y a quand même un petit problème. Et effectivement, Emmanuel Macron a décidé il le dit très joliment dans son discours lors de la panthéonisation au Panthéon, ces termes de clore en quelque sorte ce grand espace des résistants en rajoutant ceux qui avaient été oubliés. Et avec Missak Manouchian, il ne faut pas oublier, certes, il est accompagné par Millinet, mais il y a aussi les noms de ses camarades qui ont été exécutés avec une plaque lui, et qui étaient condamnés à mort sur une plaque à côté du caveau 13 où se trouvent les deux cercueils des Manouchians. Et il y a aussi Epstein qui était le chef
le chef de Manouchian. Et qui a été arrêté le même jour que lui, d'ailleurs. Hein. Il est arrêté avec lui. Ouais. Vous savez pourquoi il n'était pas dans le procès de Manouchian? Je ne sais pas si vous avez le temps de nous le dire, mais vous allez nous le dire quand même. Une seconde. Ouais. Quand il est arrêté, il a une identité en béton. Il s'appelle Estin, né au Bouscat, à côté de Bordeaux. Comment vous voulez faire? Vous voulez faire un procès avec comme chef un bon Français, arien, comme on disait dans les rapports de police, blond, enfin, c'est pas possible. Alors que bien sûr, c'était un juif polonais, et que s'ils avaient connu l'identité, il aurait été dedans. Pas possible. Les étrangers étaient surreprésentés dans la résistance à comparer à la population française. C'est ce que vous nous dites d'ailleurs dans ce documentaire, Denis Péchanski. Je voulais avoir votre avis là-dessus. C'est la réalité? Oui, oui, les études, c'est proportionnellement. Proportionnellement à la population française. Ça ne veut pas dire qu'en nombre, ils étaient majoritaires. surreprésentés. Oui, comme les Juifs notamment. Oui. Et ça, on a un décompte très précis, notamment avec les travaux de Jean-François Murassiol sur la France libre. Alors, dans la France libre, ceux qui partent rejoindre De Gaulle, avec tous les dangers que ça représente, on trouve 60 nationalités différentes. Voilà, dont l'un des plus connus, c'est Romain Gary. Mais dans les maquis, on a même des Italiens et des Allemands et des Autrichiens antifascistes. Les femmes autrichiennes sont très engagées dans ce travail anti-allemand, organisé aussi par le Parti communiste, parce qu'elles peuvent, parce qu'elles parlent la langue, s'approcher de soldats allemands et leur donner de la littérature qui est défaitiste selon les critères nazis, pour les amener éventuellement à déserter. Mais comme le Parti communiste, je disais, dans la résistance, a cette organisation très, je dirais, systématique, effectivement, les étrangers apparaissent plus comme une composante de la résistance communiste que le reste de la résistance où on trouve aussi des étrangers, y compris des Anglais, y compris toute nationalité. Mais ça nous dit quelque chose sur la résistance qui est très intéressant, et ce que disait Denis tout à l'heure, c'est, comme dirait De Gaulle, une certaine idée de la France. Ça universalise la France, et ce combat universalise la lutte contre le fascisme. Mais cette reconnaissance, ce combat a été long. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, mon problème, ce n'est pas pourquoi Manouchian a été panthéonisé, c'est pourquoi il a été si tard. Et pourquoi, à travers lui, on a si tardivement rendu hommage aux étrangers dans la résistance. Mais attention à ne pas se tromper, à ne pas construire des mythes autour de l'évolution de la mémoire. Parce que Manouchian, il est rentré dans la mémoire collective des Français à la fin des années 50. C'est la rencontre entre un poète et deux poètes. Entre lui, parce que c'était un poète, il aurait voulu le rester. Oui, pas seulement, il était menuisier, etc., mais voilà, il était poète. Il était poète, et c'est la rencontre avec Aragon, bien sûr, 55, post-mortem de Missac, bien entendu, et le poème qui va être mis en chanson, mis en musique par Léo Ferré, et ça va être un succès exceptionnel, repris par toute une série d'artistes, jusqu'à Chatterton au Panthéon, ça a été un moment extraordinaire. Et là, on voit bien qu'il est rentré dans la mémoire collective avant d'être reconnu officiellement, et même avant d'être reconnu mort pour la France. Il a été reconnu mort pour la France en 71. Vous vous rendez compte? Le patron des FTP-MOI de la région parisienne. Extrêmement tardif. Merci vraiment à tous les deux d'avoir participé à cette émission des Badocs aujourd'hui pour reparler de Missac Manouchian, panthéonisé maintenant voilà 1 an, mais c'était 80 ans après son exécution avec 21 de ses camarades au Mont-Valérien. Vos réactions, ça sera sur hashtag des Badocs, bien entendu. Merci à Félicité Gavalda, Victoria Bellet, qui, comme à l'accoutumée, m'ont aidé à préparer cette émission. Et je vous donne bien sûr rendez-vous pour un prochain des Badocs. Ça sera bien entendu avec son documentaire et son débat. À très bientôt.